L'émission Philosophie de Blandine Kriégel est consacrée à la fin d'une époque. Walter Benjamin avec le docteur Marielle David, pédopsychiatre et psychanalyste, le doyen François Guéry, philosophe, l'historien Alexandre Adler, géopolitologue, et le journaliste Alexis Lacroix, directeur de Actualité juive. Avec Philippe Sinclair et Benjamin à la régie, nous allons donc effectivement commencer cette émission en continuant notre investigation sur l'époque philosophique, n'est-ce pas, qui s'achève, et en consacrant notre émission aujourd'hui à Walter Benjamin, qui appartient à sa manière au courant qu'on appelle généralement l'école de Francfort. Alors Walter Benjamin, 1894-1940, né à Berlin, mort à Port-Bou, hélas, en France, figure particulièrement remarquable de cette éclosion de la culture et de la philosophie allemande sous la République de Weimar, où les penseurs juifs tinrent une place de premier plan. Comme la majorité d'entre eux, hélas, il dut fuir le nazisme, mais lui ne réussit pas à gagner l'Amérique, et donc il est mort dans les Pyrénées. Ses amis, Hannah Arendt et Gershom Scholem, qui étaient à la fois ses contemporains mais qui étaient proches de lui, ont salué le caractère exceptionnel de sa personnalité et son œuvre. Scholem dans Fidélité et Utopie, Hannah Arendt dans Vie politique chez Gallimard. Longtemps oublié dans l'après-guerre, son étoile n'a en vérité cessé de grandir. Grâce à la publication de ses œuvres, d'abord comme œuvre choisie par Adorno dans les années 70, et ensuite de la publication finalement de l'ensemble de ses œuvres qui fait un ensemble absolument considérable. J'ajouterais que, en vérité, Benjamin, n'est-ce pas, non seulement est considéré aujourd'hui comme un des grands critiques de la littérature, en particulier de la littérature et de la pensée du XIXe siècle, mais il s'est intéressé à la philosophie de l'histoire, au matérialisme historique, principalement aux arts, et en particulier à la littérature française, à Proust, à Mallarmé, nous allons le voir dans le texte, au drame baroque allemand, à l'œuvre d'art, dans l'époque de dans la reproductibilité des œuvres d'art, bref, l'histoire littéraire, l'histoire de la civilisation et la politique contemporaine, et il a vécu, au fond comme d'autres, la transition, si vous voulez, des républiques à la révolution conservatrice, et pire en Allemagne au nazisme. Nous avons donc choisi de vous présenter quelques extraits de son livre, un livre qui est merveilleux à lire, n'est-ce pas, comme celui du promeneur qu'il évoque, Paris, capitale du XIXe siècle, où, à travers, au fond, son attention au passage et à la flânerie, aux expositions et aux grands magasins, à la montée des intérieurs bourgeois, à Baudelaire, à Haussmann, et à la fin, n'est-ce pas, des banlieues sous la forme des barrières, eh bien, il reconstruit toutes les transformations de la civilisation au XIXe siècle en France, c'est-à-dire en fait le passage, si vous voulez, de l'horizon de la révolution sociale à celui d'une autre révolution, évidemment plus triste, celle de la révolution conservatrice. Alors, nous écoutons notre ami Alexis Lacroix qui va nous lire des extraits de ce texte, Paris, capitale du XIXe siècle. Walter Benjamin, donc la fantasmagorie de la civilisation. L'objet de ce livre est l'illusion que pour saisir l'essence de l'histoire, il suffit de comparer Hérodote et la presse du matin. C'est là la conception que le siècle dernier se faisait de l'histoire. Un point de vue qui compose le cours du monde d'une série illimitée de faits figés sous forme de choses. Un résidu est ce qu'on a appelé l'histoire de la civilisation, qui fait l'inventaire des formes de vie et des créations de l'humanité, point par point. Les richesses qui se trouvent ainsi collectionnées apparaissent désormais comme identifiées pour toujours. Cette conception fait bon marché du fait qu'elles doivent leur existence et leur transmission à un effort constant de la société, un effort où ces richesses se trouvent par surcroît altérées. Notre enquête se propose de montrer comment, par suite de cette représentation, les formes de vie nouvelles et les nouvelles créations à base économique et technique que nous devons au siècle dernier entrent dans l'univers d'une fantasmagorie. Ainsi se présentent les passages, première mise en œuvre de la construction en fer, les expositions universelles, dont l'accouplement avec les industries de plaisir est significatif, l'expérience du flâneur qui s'abandonne aux fantasmagories du marché, correspondent à celle de l'intérieur, qui se trouve constitué par le penchant impérieux de l'homme à laisser dans les pièces qu'il habite l'empreinte de son existence individuelle privée.
Quant à la fantasmagorie de la civilisation elle-même, elle a trouvé son champion dans Haussmann, le baron Haussmann, et son expression manifeste dans ses transformations de Paris. Cet éclat, cependant, et cette splendeur dont s'entoure ainsi la société productrice de marchandises et le sentiment illusoire de sa sécurité ne sont pas à l'abri des menaces. L'écroulement du Second Empire, la Commune de Paris, le lui remettent en mémoire. À la même époque, l'adversaire le plus redouté de cette société, Auguste Blanqui, lui a révélé dans son dernier écrit des traits effrayants. L'humanité y fait figure de damnée. Tout ce qu'elle pourra espérer de neuf se dévoilera n'être qu'une réalité depuis toujours présente. La spéculation cosmique de Blanqui comporte cet enseignement que l'humanité sera en proie à une angoisse mythique tant que la fantasmagorie y occupera sa place. Merci beaucoup Alexis Lacroix. Alors c'est donc bien Paris, capitale du 19e siècle. Alors, commentaire de ce texte, eh bien, l'histoire et la philosophie de l'art. D'un seul effet de manche, je dirais, Benjamin renvoie ici dos à dos, mais avec, au fond, une borade inégale, deux philosophies de l'histoire. Celle de Schopenhauer, j'ai enlevé le nom dans le texte que nous avons cité, mais qui s'appuie sur Hérodote pour estimer que dans l'histoire, il n'y a pas de changement, et Adam sed aliter, traduisons le latin, les mêmes choses mais d'une autre manière, ça c'est Hérodote, n'est-ce pas, et repris par Schopenhauer qui le cite, et celle de Hegel, où l'on met tout le sacré dans la dialectique du changement. Cette méditation du présent à travers la recollection de la philosophie allemande est propre, il faut bien dire, à tous les penseurs de l'école de Francfort. Et donc, Benjamin est à la fois critique de Schopenhauer et critique de Hegel, c'est-à-dire de deux grandes conceptions de la philosophie de l'histoire du XXe siècle. Rien ne change ou tout change, dont le résidu est, dit-il, l'histoire de la civilisation, chère plus tard à Spengler et Toynbee. Benjamin est peut-être moins sévère avec Hegel, pourtant Hegel, lui, était très sévère à l'égard du quotidien, puisqu'il estimait que le philosophe n'est pas celui qui fréquente les rues et les marchés, ce à quoi s'est adonné Benjamin, c'est qu'il accorde néanmoins une place au changement à l'encontre de Schopenhauer, qui est, au fond, qui n'est pas celle simplement du surplace ou du déclin, mais en vérité, n'est-ce pas, des principes que les civilisations produisent en quelque sorte des valeurs. Il dit à tort de les croire identifiées et définitivement, mais on oublie que la tradition elle-même se transmet en s'altérant. Alors, des nouveautés apparaissent donc, n'est-ce pas, dans l'histoire des civilisations. Mais au fond, elles apparaissent sous la forme du fantasmagorique, du virtuel, du sensible, et elles ne sont pas comprises ni expliquées. Et il en donne trois exemples de ces fantasmagories. Premièrement, n'est-ce pas, et trois exemples de ces choses nouvelles, les passages, l'exposition universelle, les flâneurs, et l'inverse de la flânerie, la maison bourgeoise, l'intérieur, comme on dira plus tard. Et enfin, Haussmann, le résultat, c'est Haussmann. Alors d'abord, les passages. Tout le monde sait qu'il en existe beaucoup à Paris, c'est vraiment caractéristique du 19e siècle, la galerie Véro-Doda, la galerie Vivienne, à proximité des grands boulevards. La verrerie et le fer, c'est vraiment la marchandise et l'industrie, n'est-ce pas, dans les passages, mais aussi la boutique. On se sent comme dans un appartement, dit très justement Benjamin. Deuxième exemple, les expositions universelles. À la fin du XIXe siècle, tout le monde sait qu'il y avait d'abord eu des expositions nationales en France depuis la fin du XVIIIe siècle, cette fois. Mais la première grande exposition universelle, c'est celle faite au Crystal Palace par Albert et Victoria à Londres, et qui depuis lors ne s'est pas arrêtée. Et d'ailleurs, elle se continue jusqu'à aujourd'hui. Et il en est prévu une à Buenos Aires en 2023 et une autre à Osaka en 2025. C'est-à-dire, alors, eh bien, c'est le spectacle de la marchandise qui devient un divertissement et qui ouvre à la société de consommation. Troisièmement, l'expérience de la flânerie. Alors là, c'est un très joli texte, puisque, en fait, il part de la poésie de Baudelaire et de la fantasmagorie du marché, n'est-ce pas, l'étalage, les boutiques. Benjamin explique que le flâneur n'est pas un écrivain, n'est-ce pas, qui raconte ses voyages, comme on le faisait au XIXe siècle, au XVIIIe siècle, ou au début du XIXe siècle. Par exemple, Chateaubriand, le voyage de Paris à Jérusalem, mais celui, n'est-ce pas, qui, finalement, pour qui la ville est devenue comme un appartement,
Alors, et par exemple, le kiosque à journaux devient sa bibliothèque. Comment dire, son activité essentielle, c'est la connaissance, n'est-ce pas, de la comparaison des prix, les prix des boutiques. Et il dit aussi quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est que le roman policier commence là. Commence là, pourquoi? Parce que la foule est l'asile du criminel, c'est la foule dans les grands boulevards. Il y a une débauche d'objets, une débauche de nouveautés, une débauche d'indices, donc qu'il faut chercher. Et en fait, il faut choisir. Et c'est là que commencent, effectivement, les romans policiers commencent dans cette foule de la ville du XIXe siècle. L'opposé de ces flâneurs, c'est l'univers bourgeois, qu'on voit apparaître sous Louis-Philippe, dont Benjamin dit que c'est un effort pour se dédommager de la perte de la vie privée dans la grande ville. Alors, ce sont ces appartements encombrés d'objets, une sorte de coquille, n'est-ce pas, pleine d'objets. Et enfin, le résultat, eh bien, c'est Haussmann. C'est le Paris haussmannien qui disparaît absolument aujourd'hui, dont Benjamin nous dit que c'est la fin de la ville industrielle de la ville médiévale et de la ville révolutionnaire, c'est-à-dire que pour mettre à la place la circulation fluide, la spéculation, la civilisation de la marchandise, tout en conjurant, dit-il, les révoltes sociales, les barricades, les pavés. Bon. Tout cela mène pour lui à Blanqui, un socialiste connu, et il cite Blanqui. Le refus du progrès assis sur l'idée d'un éternel retour. Et donc, la révolution conservatrice, là, que Benjamin a vue en Allemagne, est également en marche, puisqu'il y a un retour au mythe de l'éternel retour, une angoisse mystique, parce que, dit-il, la fantasmagorie de la marchandise a pris la place du sacré et du religieux. Alors, comment, je continuerai, ne pas être subjugué ou étourdi par la créativité littéraire et sociologique de Benjamin, qui fait de cette histoire de la civilisation, au fond, en s'appuyant sur Baudelaire et donc de la littérature, une lecture, au fond, privilégiée du monde capitaliste et de son aveuglement, et au fond, pour lequel toute la vérité sort de la révolution, qui, au fond, ici n'est plus la révolution sociale, mais déjà une autre révolution qui s'annonce. Alors, à partir de là, voilà la question que je veux poser à notre ami Alexandre. Cher Alexandre, l'œuvre de Benjamin a suivi l'histoire de la République de Weimar et des soubresauts, en quelque sorte, de la culture allemande, qui était coincée entre deux expériences révolutionnaires, la révolution sociale en France et la révolution conservatrice ou de 48, même en Allemagne, elle a eu lieu aussi. La révolution conservatrice avec les livres de Schopenhauer, de Nietzsche. Il y a ici, évidemment, de la part de Benjamin, un investissement remarquable dans l'art qui le rapproche beaucoup, avec d'ailleurs son intérêt pour la collection, d'Abby Warburg. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire de cette culture à laquelle appartient Benjamin et son œuvre, c'est-à-dire de la culture de Weimar? Après, je vous demanderai, je poserai aussi une question semblable à Alexis. Voilà. Alexandre. Voilà un sujet absolument magnifique et difficile et inexploré. D'abord, c'est un sujet qui me concerne presque personnellement, puisque mon grand-père est littéralement mort de l'effondrement de Weimar. Il s'est réfugié comme il a pu en déménageant une partie des affaires qu'il avait à Berlin, à Paris. Et il est mort là de pleurésie, mais en fait de désespoir. Donc cette histoire du désespoir de mon grand-père est quelque chose qui m'a habité tout de suite. J'ai vu qu'il y avait une catastrophe terrible qui s'était abattue, non pas bien sûr sur lui, ça n'a qu'un aspect anecdotique, mais sur l'ensemble du judaïsme allemand, qui du jour au lendemain, exactement comme les filles de Lot, ont vu véritablement l'indicible qui les réduisait à rien. Et à une telle tragédie... Benjamin l'a compris, puisqu'il s'est finalement suicidé, comme Stefan Zweig, mais un peu plus tard. Pas toute l'école de Francfort. Non, et certains ont au contraire retrouvé dans la salubrité américaine et dans l'espoir de la démocratie américaine, car c'était bien cela, des raisons d'espérer, pas toujours de comprendre, mais en tout cas de trouver un recueil. Certains l'ont trouvé en Angleterre. Donc ça existait, bien sûr. Mais la tragédie est quand même là, c'est-à-dire que
l'espèce de décomposition de ce qu'était l'être de tous ces gens qui avaient cru, évidemment, totalement à l'Allemagne. Je pense, par exemple, à un des martyrs de l'attentat contre Hitler qui a dit, quand on lui demande ces derniers mots, il dit « Ich habe an Deutschland so geliebt ». J'ai tellement aimé l'Allemagne. Eh bien, en fait, ce deuil de l'espoir allemand, qui n'est pas seulement celui de la pensée, de la littérature, mais de la musique et aussi de la science, eh bien, ce deuil est tout à fait constitutif de la modernité, puisque c'est son expatriation en Amérique qui amène le rebond de la démocratie aujourd'hui. Mais sans cette catastrophe allemande, eh bien, je pense que nous n'aurions pas eu cette assomption démocratique malheureuse, maladroite, souvent... et alors, c'est là où je voulais en venir, c'est le point principal. Qui pouvait faire face à cela? Pas tellement des philosophes ratiocinants, pas évidemment des gens qui avaient déjà des réponses toutes prêtes et qui étaient toutes fausses, bien sûr, sous l'ampleur du choc, mais des artistes. Et c'est là où Walter Benjamin est extraordinaire, car bien qu'il ait eu toutes les cartes en règle sur la formation philosophique, il ne s'est intéressé qu'à l'art. Oui. Il ne s'est intéressé... Pas tout à fait, enfin. Ah, bien sûr que non. Mais- Mais il a commencé par dire, voilà, Oui. tout le monde veut parler sérieusement, et moi j'aime bien parler du temps qu'il fait. Ich rede dem Wetter. Et donc, mais bien entendu, son Paris, capitale du 19e siècle, c'est un poème élégiaque sur la perte de la France C'est tout à fait vrai. et sur l'effondrement qu'a été pour l'Allemagne elle-même l'existence de cette culture extraordinaire de Paris, qui était la seule vraie capitale de l'Europe de l'époque. Perte de Paris, perte de l'Europe, perte du sens. Et donc cette espèce de poème élégiaque à la gloire de Paris, de capitale du 19e siècle, non pas la capitale des guerres napoléoniennes, la capitale des défaites et de la pensée, de la pensée à la fois désolante et créatrice, qui est celle de notre 19e siècle. Merci beaucoup, Alexandre. François, c'est à votre instigation, en quelque sorte, et à celle de notre ami Marielle, qui n'est pas là pour l'heure, que nous avons fait cette émission sur Walter Benjamin. Alors, expliquez-nous, n'est-ce pas, au fond, pourquoi il vous a semblé si important et si intéressant? Benjamin est important et intéressant au sens où c'est un grand styliste, un grand écrivain, un grand érudit, et c'est un monument. Le traité des passages, qui était quelque chose qui est resté inachevé, mais qui était une immense œuvre. Bon, c'est quelque chose de monumental, et de plus en plus d'ailleurs, j'observe qu'il y a des thèses sur la pensée de Benjamin, beaucoup dans le milieu des architectes et des urbanistes, parce qu'évidemment, tout en étant, comme le texte l'explique, critique de la fantasmagorie de la marchandise et des passages du commerce, des constructions en fer, etc., tout en étant critique, en ayant un recul critique, il donne, si je puis dire, une importance à ce qu'il appelle lui-même l'aura, c'est-à-dire une sorte une séduction quasi divine. Enfin, et il lui donne son éclat, son relief. D'ailleurs, il est lui-même ce flâneur qui traîne dans les passages, qui achète des bricoles parce qu'il est toujours sans argent, etc. C'est quelqu'un qui a vécu constamment, comme beaucoup d'ailleurs d'écrivains du 19e, 20e, dans une espèce de semi-misère, alors qu'il était d'une famille tout à fait bourgeoise, c'est clair. Donc, il parle en réalité de choses qu'il aime. Et il en parle avec une sorte de détachement critique, c'est-à-dire que sa théorie l'empêche d'aller jusqu'à avouer l'extraordinaire séduction qu'exerce sur lui tout cet étalage de marchandises. Alors maintenant, il faut quand même se rappeler que les passages parisiens
Passage Choiseul, je le cite parce que je l'ai visité 1000 fois étant jeune. Il y a aussi le passage Colbert, près de la BN. Oui, enfin, non, le mien dont je parle s'appelle Choiseul. Et il est effectivement près de l'ancienne BN. Alors, il a séduit les surréalistes. Les surréalistes y ont trouvé l'art nègre, etc., des objets pas chers, exotiques, étranges, souvent magiques. Benjamin a écrit sur le surréalisme. Voilà, oui. Ouais. Donc, quand il parle de la séduction de la marchandise, il parle même de séduction tout court. Parce que ces passages étaient, si on veut, louches aussi. Il y a des arrière-boutiques, il y a de la prostitution, il y a des salons de massage, il y a des choses comme ça. Donc les surréalistes ont beaucoup visité ces endroits à cause de leur attrait louche, si on veut, et Benjamin entre entièrement dans cette séduction, je le répète, qu'il dénonce. Maintenant, pour Benjamin, et juste d'un mot, quand même, c'est quelqu'un qui a accordé une importance théorique à des choses qui étaient banales. Oui, tout à fait. Le cinéma, la photographie, le sport, etc. Il a compris que c'était, si on veut, comment dire, la modernité en marche et qu'elle constituait cette espèce d'empire qu'il déclare par ailleurs fragile. Oui, tout à fait. Pour des raisons que je n'approuve pas. Merci François de cette belle description. Alors, Alexis, nous avons tous lu votre livre saisissant sur la République de Weimar. Donc, au fond, quel rapport vous feriez entre Benjamin et la culture de Weimar? En quoi il est marqué par la République, puisque vous exposez ça si bien? Par deux traits, je dirais que... Alors, je reviens sur ce qu'a dit Alexandre, qui est très juste, hein, c'est une élégie, bien sûr, à la civilisation perdue, parisienne, mais aussi berlinoise. C'est évident, il y a cette dimension-là. Mais effectivement, il y a deux traits spécifiques. La civilisation berlinoise, disons weimarienne des années 20, elle est obsédée par cette question de la perte de l'aura. Et il y a donc, dans le sillage de cette école de Francfort qui prend forme alors, une critique de la perte de l'aura qui est rabattue sur les processus décrits d'ailleurs par Benjamin, pas dans ce texte, mais il y fait allusion, de reproductibilité de l'œuvre à l'âge technique. Et donc, effectivement... Il a écrit un livre qui s'appelle comme ça. Exactement. Et donc, effectivement, par exemple, l'image photographique, François y faisait allusion, reproduite des millions de fois de par le monde, est une image qu'il accuse, avec d'autres, d'avoir perdu son aura, hein, d'être une image en quelque sorte dévaluée, dépréciée. Ça, c'est à ceci près que l'original devient sans prix. Exactement. Exactement. Ça, c'est le premier trait, me semble-t-il, constitutif de l'esthétique de Weimar. Mais le deuxième trait est plus politique. Et on revient à ce que disait Alexandre. Ne pas faire de Benjamin simplement ce qu'il était, bien sûr, un communiste désespéré par la révolution conservatrice. Ce serait réducteur. Pourquoi? Car, bien sûr, il a dénoncé la révolution conservatrice. Il y a des textes d'ailleurs sur... Laisse-moi finir. Non, laisse-moi finir. Il a dénoncé la révolution conservatrice. Il y a d'ailleurs des textes absolument saisissants contre Marinetti et Mussolini qui sont explicites là-dessus sur ce qu'on appelle l'esthétisation du politique. N'entrons pas dans les détails dans son cas. Mais c'est plus intéressant en quelque sorte. Que nous dit-il? Il nous dit, ouais, mais le problème c'est que le fascisme, pour ses adversaires, est devenu en quelque sorte une norme historique. Et quand bien même ils le combattent politiquement, philosophiquement, ils sont incapables de le combattre. Parce qu'ils en... Attendez, je finis. Parce qu'ils en partagent un certain nombre d'attendus philosophiques et ils visent évidemment, le Parti communiste allemand, le KPD. C'est le KPD qui est dans son viseur, dans cette critique-là. Autrement dit, il n'est pas réductible à ce qu'on voudrait nous raconter aujourd'hui dans les partis communistes d'Europe, le grand intellectuel communiste fusillé par les nazis. Bien sûr que non. Il n'était même plus très communiste. Eh bien, voilà, c'est quelqu'un qui a pensé... ce que disait Alexandre tout à l'heure, la double tenaille de la violence qui prend en étau la culture allemande, républicaine, démocratique, libérale, humaniste, et qui va la détruire. Pourtant, puisque vous avez parlé de la violence, juste un mot, un des textes, au fond, les plus tristes, de mon point de vue, parce que j'aime Benjamin, c'est le manifeste, la critique de la violence, parce que dans sa critique de la violence, il finit par donner un cuillard à la violence. Donc, je pense qu'il était quand même pris lui-même dans cet étau, oui, dont il n'est pas vraiment sorti, comme toute l'école de Francfort d'ailleurs. Mais ça, nous le verrons la fois prochaine, lorsque un mot de conclusion, Alexandre, sur cette belle figure de Benjamin, quand même, ce qui reste de cette école. Je pense bien sûr à son texte désespérant, mais Angelus Novus, oui, où il voit en effet l'ange à deux faces, et qui regarde d'un côté le monde radieux et de l'autre côté l'horreur qui vient.
Et c'est une espèce de vision presque surréaliste, alors on l'a dit, mais presque, en tout cas très inspirée de la catastrophe de la Shoah. Et d'une certaine manière, c'est là que, évidemment, Walter Benjamin est un visionnaire. Et je vais permettre là une touche personnelle. J'ai lu une introduction que Hannah Arendt avait écrite de Walter Benjamin, où elle a fait un portrait. Oui, où elle le traite quand même de fils à papa. Et de bossu, non, de fils à papa. De petit bossu. Elle dit aussi, elle dit des méchancetés. Elle est assez méchante, mais pas en revanche, c'est quand même un hommage et une amitié. Elle a assuré son enterrement à Portbou. Oui. Elle s'est occupée de l'enterrer à Portbou. C'est très bien. C'était une amie sévère. Et ils ont été tous les deux emprisonnés à quelques kilomètres de distance dans un camp de regroupement. À Gurs. Hannah Arendt, au fond, n'est pas bonne. On ne peut pas dire qu'elle est bonne. Pas spécialement. Elle décoche. Sur ce sujet-là, on peut terminer là-dessus. Oui. Nul. Mais elle a reconnu la grandeur de Benjamin. Bien sûr, vous avez raison. Mais pour aller dans le sens d'Alexandre, nul n'aima autant la France depuis Heine que l'allemand Walter Benjamin. Bravo, bravo. Et alors que Hannah Arendt a détesté la France et les Français. Elle a été maltraitée aussi. Pour des bonnes raisons. Elle a été maltraitée, elle a vu Vichy, elle a vu tout ça. Nous n'avons pas fini parce que nous allons consacrer notre émission de la semaine prochaine à l'école de Francfort, auquel Benjamin se rattache à sa façon et qui a joué un si grand rôle dans la pensée, disons, des années 60, 70, 80 en France et au fond à la fin d'une époque. Je vous remercie tous.